Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Education Comparee. Dirigée par Dominique Groux. La collection Éducation comparée est destinée aux enseignants et futurs enseignants, aux formateurs et aux parents d'élèves, aux chercheurs et décideurs. Elle veut montrer l'utilité et les bénéfices que l'on peut attendre de la démarche comparative dans le domaine éducatif, et la nécessité absolue de mettre en place des échanges au niveau des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Déjà paru. Dominique Groux, Louis Porcher, Les échanges éducatifs 2000. Dominique Groux, Nicole Tussio-Guillon, dire Les échanges internationaux et la comparaison en éducation, pratique et enjeux 2000. Azzedine Simoussa, Internet à l'école, 2000. Louis Porcher, Violette Faro-Hanoun, Les politiques linguistiques 2000. Soledad Pérez, Olivia Strobel, Education et travail, divorce ou entente cordiale 2001. Richard Etienne, Dominique Groux, dire Échanges éducatifs internationaux, difficultés et réussites 2002. Dominique Groux, dire Pour une éducation à l'altérité 2002. Dominique Groux, dire Soledad Pérez, Louis Porcher, Noritomo Tasaki, Valderust, Dictionnaire d'éducation comparée 2003. Dominique Groux, Henri Olek, dire Une identité plurielle. Mélanges offerts à Louis Porcher 2003. Denis Poisa, L'éducation non formelle 2003. Louis Porcher, enseignant, chercheur, expert, entretien avec Dominique Groux 2003. Dominique Groux, Louis Porcher, L'altérité sans mots pour 2003. Philippe Masson, Pour une formation des enseignants à l'Europe, 2004. Fabrice Barthélémy, L'école et les médias sans mots pour 2004. Véronique Pugibet, Se former à l'altérité par le voyage dès l'école, 2005. Dominique Hulma, dire L'Europe, objet d'enseignement 2005. Régis Mallet, Estelle Brizard, dire Modernisation de l'école et contexte culturel des politiques aux pratiques en France et en Grande-Bretagne 2005. Dominique Groux, Jürgen Elmschen, Elisabeth Flittner, dire L'école comparée. Regard croisé franco-allemand 2006. Anne Bayot, dire La Revue française d'éducation comparée, langue, littérature, culture à l'épreuve de l'autre, numéro 1 mars 2007. Sylvie Roelli, dire La Revue française d'éducation comparée, raison, comparaison, éducation, les mathématiques, connaissances en partage, numéro 2 novembre 2007. Nadine Baudin, Sonia Briançon, Mathilde Mohamed, dire Guide du professeur des écoles stagiaires, regard sur les formations d'enseignants à l'étranger 2007. Anne Arthès, Gorgaa, Broyon Monsieur Pa, Ogueté, dire De la comparaison en éducation, hommage à Soledad Pérez 2008. Gilles Combat, Frédéric Tupin, dire La Revue française d'éducation comparée, collège unique et égalité des chances, le modèle français au miroir des autres, numéro 3 juin 2008. Louis Porcher, L'éducation comparée pour aujourd'hui et pour demain, 2009. Nicole Tussio-Guillon, dire La Revue française d'éducation comparée, l'histoire scolaire au risque des sociétés en mutation, numéro 4, janvier 2009. Carolina Gonçalves, Dominique Groux, Approche comparée de l'enseignement des langues et de la formation des enseignants de langue, 2009. Fatima Chnan Davin, Dominique Groux, dire La Revue française d'éducation comparée, méthodologie de la comparaison en éducation, numéro 5, septembre 2009. Marie-Anne Hugon, Geneviève Peseux, Véronique Borde, dire Éduquer par la diversité en Europe, expérimentation croisée dans 8 pays d'Europe, 2010. Jean-Michel Cartier, Louis Porcher, Apprendre à enseigner d'hier à aujourd'hui, souvenir d'une classe de philo au lycée Fontane à Niort, 1956 à 1957, 2010. Marie-Madeleine Bertucci, Isabelle Boyer, dire Transfert des savoirs et apprentissage en situation interculturelle et plurilingue, 2010. Catherine Blaya, dire La Revue française d'éducation comparée, violence à l'école, recherche et intervention, numéro 6 décembre 2010. Fabrice Barthélémy, Dominique Groux, Louis Porcher, L'éducation comparée sans mots pour 2011. Fabrice Barthélémy, Dominique Groux, Louis Porcher, Le français langue étrangère sans mots pour 2011. Lassène Benchama, Dominique Groux, dire Formation des enseignants et ouverture internationale, approche comparée 2011. Louis Porcher, dire
La Revue française d'éducation comparée, Education comparée verticale, Images d'enseignement numéro 7, octobre 2011. Hervé de Fontenay, Dominique Groux, Geneviève Laïdelinger, dire Classe de langue et culture S, vers l'interculturalité, l'Harmattan 2011. Gabrielle Langouette, Les inégalités entre États et population de la planète, trop, c'est trop. Préface de Roger Establet, 2011. Christine Delory-Momberger, Gunther Gebauer, Marianne Kruger-Potratz, Christiane Montandon, Christophe Wulff dire La citoyenneté européenne, Désir d'Europe, Regard des marges, 2011. Laurence Garcia, Le français au Cap-Vert. Contribution à l'enseignement-apprentissage du français, 2012. Rodika et Linke dire La Revue française d'éducation comparée, l'informel dans l'éducation de l'enfant numéro 8, juillet 2012. Dominique Groux, Maria Cantizano dire Professionnalisation et e-learning 2012. Michel Haas, Le métier d'enseignant du primaire en France et en Allemagne. Grundschullehrer et professeur des écoles, 2013. Fabrice Barthélémy dire La Revue française d'éducation comparée, l'enseignement des langues étrangères face aux évolutions des systèmes éducatifs, numéro 9, mars 2013. Louis Porcher, Dominique Groux dire La Revue française d'éducation comparée, l'enseignement des langues étrangères face aux évolutions des systèmes éducatifs, numéro 10, septembre 2013. Philippe Mauban, Dominique Groux, Lucie Roger, dire Culture de l'évaluation et dérives évaluatives, 2013. Philippe Mauban, Dominique Groux, dire La Revue française d'éducation comparée, transformation identitaire des professeurs d'université, numéro 11, février 2014. Autres ouvrages de l'auteur. De Gabrielle Langouette. Technologie de l'éducation et démocratisation de l'enseignement, méthode pédagogique et classe sociale, préface de Viviane Isambert-Jamati, Paris, PUF 1982. Suffit-il d'innover ? Paris, PUF 1985. La démocratisation de l'enseignement aujourd'hui, Paris, ESF 1994. 50 ans d'école. Et demain ? Paris, Faber 2008. Les inégalités entre États et population de la planète. Trop, c'est trop. Paris, l'Harmattan, 2011. De Gabrielle Langouette et Alain Léger. Public ou privé ? Trajectoire et réussite scolaire, postface de Claude Lelièvre. Publidix Nanterre, édition de l'Espace européen, 1991. Ouvrage republié et complété sous le titre École publique ou école privée ? Trajectoire et réussite scolaire, Paris, Faber, 1994. Le choix des familles. École publique ou école privée, Paris, Faber, 1997. De Gabrielle Langouette et Jean-Claude Porlier. Mesures et statistiques en milieu éducatif, Paris, ESF, première édition, 1981, sixième édition, 1996. Pratiques statistiques en sciences humaines et sociales, Paris, ESF, 1989. Sous la direction de Gabrielle Langouette. Questions-réponses sur les collèges, Paris, ESF, 1980. L'état de l'enfance en France, Paris, Hachette, 1997. Les nouvelles familles, Paris, Hachette, 1998. L'enfance handicapée, Paris, Hachette, 1999. Les jeunes et les médias, Paris, Hachette, 2000. Les jeunes et la santé, Paris, Hachette, 2001. Public ou privé ? Élèves, parents, enseignants, Paris, Faber, 2002. Les oubliés de l'école, Paris, Hachette, 2003. Les jeunes et leurs loisirs, Paris, Hachette, 2004. Avant-propos. La meilleure manière de prédire. Le futur est de l'inventer. Dicton de la Silicon Valley. Ce livre se situe dans le prolongement d'un ouvrage précédent, qui s'était attaché à la mise en évidence du rôle excessif et nocif que jouent les inégalités vis-à-vis d'un développement humain moins indécemment réparti, et qui serait respectueux, fût-ce à minima, de l'environnement, sur l'ensemble de la planète dont nous disposons et que nous devrions tous vouloir léguer dans des conditions optimales aux futures générations. Rappelons-en ici quelques aspects essentiels, dans le sens où ils éclairent la démarche retenue dans cette nouvelle étude des inégalités conduite, cette fois, au niveau de la communauté européenne, étude qui sera bien évidemment précisée lors de l'introduction générale. Cet ouvrage proposait,
au niveau de la quasi-totalité des États de la planète, 182 sur 192 ont été observés. Une étude approfondie quant à la manière dont ces inégalités, tant entre les États qu'à l'intérieur des États, s'élaborent, entrecroisent et se surajoutent ou se multiplient, notamment en fonction des 3 secteurs qui les engendrent principalement. Indicateurs économiques de chacun des États estimés notamment à partir du revenu national brut par habitant, RNBH, mais aussi indicateurs de répartition dans chaque État, de ce revenu moyen entre les groupes de population allant des plus pauvres aux plus riches, indicateurs de santé notamment résumés par espérance de vie à la naissance, mais aussi indicateurs connexes et en particulier, la mortalité infantile et le nombre d'enfants par femme, indicateurs d'éducation résumant d'une part les taux moyens d'alphabétisation des adultes et d'autre part, le nombre moyen d'années d'espérance de scolarisation des jeunes, mais aussi d'autres indicateurs tels les taux de fréquentation des enseignements primaires, secondaires et supérieurs. Une illustration de la complexité des faits sociaux que souligne notamment Edgar Morin, les causes pouvant à leur tour devenir effets, et réciproquement. La première condition de réalisation de ce travail reposait sur l'obtention de données fiables et homogènes. D'une part suffisamment variées pour être représentatives de l'ensemble des inégalités conjointement analysées, d'autre part collectées de préférence aux mêmes dates ou dans des périodes très rapprochées. D'où notre choix porté sur les données brutes collectées par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, pour l'essentiel en 2008, qui étaient les dernières disponibles, et celui d'utiliser également les puissants indices que les équipes du PNUD ont mis au point, et notamment l'indice de développement humain mis au point par le prix Nobel d'économie Amartya Sen. Notamment en France, ces travaux de portée internationale, ceux-ci comme ceux de l'OCDE, les enquêtes PISA par exemple, ne manquent pas d'être l'objet de critiques. D'une part, ce qu'on peut aisément comprendre par les décideurs qui ont souvent tendance à les trouver non adaptés à la situation nationale lorsque les résultats ne correspondent pas à leurs attentes, mais aussi parfois par des chercheurs, alors qu'ils reposent sur des critères indépendants des situations locales spécifiques, ce qui tente à en renforcer les chances d'objectivation. Or, les résultats qu'ils produisent corroborent le plus souvent de très près les évaluations nationales effectuées. Ils ont donc été retenus sans hésitation car ils sont d'excellents indicateurs de situation, et par conséquent d'excellents outils de comparaison. Encadré numéro 1. Indice de développement humain. Formule générale de l'indice. IDH égale valeur réelle, valeur minimale, valeur maximale, valeur minimale. La valeur réelle est la valeur observée l'année donnée, pour un pays donné. La valeur maximale est la plus haute valeur observée cette même année. La valeur minimale est fournie et justifiée par le PNUD. 3 indices intermédiaires sont d'abord calculés. 1. Espérance de vie à la naissance, en nombre d'années. IEV. Valeur maximale 2011 sur 83,4, Japon. Valeur minimale, 20. Le PNUD a estimé que le minimum d'espérance de vie moyenne peut être actuellement estimé à 20 ans. Exemple, la France. Valeur réelle 2011 sur 81,5. IEV égale 81,5 à 20, 83,4 à 20 égale 0,970. 2. Éducation. Cet indice IEDUC est calculé à partir de 2 sous-indices, l'un concernant les adultes, l'autre les jeunes. Nous les nommerons IEDUCA et IEDUCJ. Dans le cas des adultes, on considère la durée moyenne de leur scolarisation, durée effective. Dans le cas des jeunes, la durée attendue, espérance moyenne de scolarisation. Valeur maximale 2011. Adultes, 13,1 République tchèque, jeunes, 18, le PNUD a fixé la limite à ce nombre. Valeur minimale, elles sont fixées à 0, absence totale de temps de scolarisation. Exemple, la France. Valeur réelle 2011. Adulte 10,6, jeune 16,1. IEDUCA égale 10, 6 à 0. 13 à 0 égale 0,809. IEDUCJ égale 16 à 0. 18 à 0 égale 0,894. IEDUC égale 0,809. 0,894, 1 divisé par 2 est égal à 0,850. 3. Revenu national brut par habitant, RNBH. IRNBH.
Valeur maximale 2011 sur 107 721 $, Qatar, valeur 2005. Valeur minimale, 100 $. Elle est un peu inférieure aux données enregistrées dans l'État le plus pauvre car le PNUD estime des apports locaux n'entrant pas dans le RNB, subsistance non mesurée. Elle présente en outre l'avantage de rester fixe d'une année à l'autre. En outre, le PNUD, pour faciliter les comparaisons, estime le RNB en $ PPA, parité de pouvoir d'achat. Et il a choisi de calculer IRNBH non pas en fonction des valeurs réelles du RNB, mais en fonction de leur valeur logarithmique. Exemple, la franc. Valeur réelle 2011 sur 30 462. IRNBH égale ln 30 462 ln 100, ln 107 721 ln 100 égale 0,818. Le lecteur remarquera que toutes les contributions se situent entre 0, correspondant à la valeur minimale, et 1, correspondant à la valeur maximale. Il reste à calculer IDH. IDH égale IEV-IEDUC IRNBH 1 tiers. Pour la France, IDH égale 0,970, 0,852, 0,818 1 tiers croisillon 0,884. Dans la présentation des formules, sont utilisées des puissances exprimées par des fractions. 1/2 représente une racine carrée, 1 tiers une racine cubique. Cet ouvrage a connu un succès de librairie plutôt modeste, ce à quoi nous pouvions nous attendre, pour de multiples raisons qui ne seront pas développées ici. En revanche, l'accueil médiatique et scientifique a été encourageant et de qualité, en France mais aussi à l'étranger. Pour la France et concernant les grands médias, citons des notes critiques de journalistes dans Le Monde diplomatique et Le Nouvel Observateur, ainsi qu'une note d'un historien renommé dans Mediapart. Toujours pour la France, on peut relever une bonne dizaine de notes critiques réalisées par des historiens, des sociologues et chercheurs en sciences de l'éducation, sur des sites ou dans des revues, par exemple Cahiers pédagogiques, Carrefour de l'éducation, Institut de recherche de la FSU, Nouvelle revue de L', Adaptation et de la scolarisation, Liens sociaux, Revue française d'éducation comparée, Sociologie. Mais ces résultats ont aussi fait l'objet de présentations dans ces colloques et autres rencontres internationales, au Maroc à 2 reprises, en République dominicaine et au Canada notamment. Publications dans les actes, souvent reprises par la presse et les médias locaux. Que ce soit entre les États ou entre les populations d'un même État, la mesure des inégalités a mis en évidence des écarts d'une ampleur que nous n'aurions sans doute jamais pu imaginer. Écarts parfois totalement démesurés et totalement intolérables, une mesure de la démesure, pour reprendre l'expression qu'utilise l'un de nos lecteurs critiques, trop, c'est trop, pour reprendre notre propre sous-titre. Parce que l'ouvrage que nous présenterons ici en est de bien des façons, le prolongement, qu'il nous soit permis d'en rappeler quelques éléments essentiels, théoriques et pratiques, dans le sens où il nous semble de nature à faciliter l'entrée dans la problématique posée par le second. Rappelons tout d'abord quelques résultats qui, quoique bien réels, peuvent paraître presque caricaturaux lorsqu'ils sont extraits de leur contexte. Ils constituent à nos yeux des repères incontournables pour qui veut examiner les inégalités dans quelque ensemble d'États qui soit, et notamment dans les ensembles que nous constituerons et considérerons plus loin. En 2008, les habitants du Burundi ont dû vivre, ou plutôt survivre, avec un revenu annuel moyen de $140, moins $1 tous les 3 jours, tandis que ceux de Norvège disposaient en moyenne de plus de 600 fois plus, $87 340. Et les 27 États les plus pauvres, parmi lesquels 22 États africains, un premier décile représentant 700 millions de personnes sur les 7 milliards que comptait la planète, ne disposait que des '. Un revenu toujours inférieur ou au plus égal à $600, moins de $2 par jour, le seuil de pauvreté défini par les grands organismes internationaux, soit plus de 100 fois moins que les 20 États les plus riches, près de 700 millions d'habitants constituant le 10e et dernier décile, dont le revenu le plus bas, $40 240, était celui de l'Australie. Des écarts insensés, indécents et inqualifiables, qui suffisent à eux seuls à expliquer et comprendre les mouvements migratoires et leur ampleur. Entre ces 2 déciles extrêmes, et au centre de la distribution, se situait la Chine qui, avec plus d'1,3 milliard d'habitants, occupe à elle seule près de 2 déciles et la position d'État médian. Son revenu annuel par habitant, de l'ordre de près de $3 000, reste encore très éloigné des revenus des États les plus riches,
29 fois moins que la Norvège et 13 à 14 fois moins que l'Australie, C'. Et néanmoins, en fonction de son produit intérieur brut, la seconde puissance économique de la planète. L'espérance de vie est un très bon marqueur du développement humain, dans le domaine de la vie et de la santé. En 2008, l'espérance de vie la moins élevée, moins de 45 ans, était observée dans le premier décile et en Afghanistan, sans doute pour partie à cause des conflits qu'il connaît depuis de nombreuses années, mais surtout parce qu'il connaît aussi le record mondial, plus de 150 pour 1000, de mortalité infantile, en même temps qu'il est L'. Un des États où le taux de fécondité des femmes reste parmi les plus élevés, plus de 6 enfants par femme en moyenne, 7 au Niger, engendrant même un accroissement annuel de population de l'ordre de 3,4%. Elle atteignait 83 ans au Japon, tandis que le taux de mortalité infantile le plus bas était observé en Suède, 3 pour 1000, soit 50 fois moins qu'en Afghanistan. Toujours à titre de repère, les Chinois ou les Chinoises avaient une espérance de vie de 73,5 années, avec une mortalité infantile approchant 22 pour 1000. Le nombre d'enfants par femme n'était certes que d'environ 1,8, mais résultait surtout de règles drastiques, ayant d'ailleurs des incidences quant à l'équilibre de la répartition garçon-fille. La part de l'indice de développement humain lié à l'éducation est estimée par le PNUD à partir de 2 séries d'indicateurs, les uns portant sur l'alphabétisation de l'ensemble des adultes, 15 ans et plus, les autres sur la scolarisation des jeunes. L'alphabétisation des adultes est loin d'être généralisée. En 2008, dans le groupe des États les plus pauvres, premier décile, on comptait encore 7 États tous africains sur 26 ayant répondu, dans lesquels l'alphabétisation restait minoritaire. Le score le plus bas était obtenu par le Mali. 26% des hommes ou femmes de plus de 15 ans étaient alphabétisés, mais seulement 18% des femmes. Certes, la part des analphabètes diminue au fur et à mesure que s'élèvent les revenus, mais sans jamais disparaître totalement. Dans le 10e et dernier décile, le Koweït en déclarait encore 6% et 7% de femmes, le Qatar 7% et 10% de femmes. La plupart des autres États les plus riches font silence à ce propos, ce qui ne signifie pas qu'ils n'en ont aucun, ni que les taux d'illettrés n'y sont pas encore importants. Il reste là un problème mondial majeur, d'autant que, eu égard à la crise, l'aide internationale semble, notamment dans ce domaine, s'être ralentie au cours des dernières années. La Chine, quant à elle, résume assez bien et plutôt vers le haut, les résultats observés dans les États médians. 94% des adultes étaient alphabétisés et 91% de femmes. La scolarisation des jeunes est aussi inégalement répartie. En 2008, de décile en décile, on évolue de situations dans lesquelles l'enjeu concerne quasi exclusivement l'enseignement primaire, encore bien loin de la généralisation, à celles dans lesquelles la distinction se fait essentiellement par la comparaison des taux d'accès à L'. Enseignement supérieur. Dans le groupe des 27 États les plus pauvres premier décile, au Tchad ou en République centrafricaine, moins du tiers des jeunes et encore moins de filles avaient achevé leurs études primaires, et seuls 4 autres États déclaraient avoir achevé ou être en voie d'achèvement de la généralisation de l'enseignement primaire. A l'inverse, dans les 20 États les plus riches, 10e décile, si l'on accepte les 3 États d'Asie de l'Ouest, le taux d'accès à L'. Enseignement supérieur variait de 36% en Irlande à 94% en Finlande, un écart restant considérable, la plupart des autres se situant entre la moitié et les 3/4. Enfin, la Chine avait généralisé l'enseignement primaire, développé un enseignement secondaire accueillant les 3/4 des jeunes, à égalité filles-garçons, l'accès à l'enseignement supérieur se limitant encore à 22% des jeunes, et toujours à égalité filles-garçons. Comme le montrait l'évolution observée de décile en décile, il existe bien un lien entre les revenus annuels moyens par habitant et le développement humain dans le domaine de la vie et de la santé ou dans celui de l'éducation, et à plus forte raison quant à l'indice de développement humain, dont ce revenu, pour le tiers, est l'une des composantes, mais il s'agit bien plus d'une tendance que d'une relation causale. Sans doute les revenus des États les plus pauvres, c'est en particulier la situation africaine la plus fréquente, sont-ils notoirement insuffisants, mais l'observation des États et des populations qui échappent dans un sens ou dans l'autre à cette tendance, et qui sont assez nombreux, a fait apparaître au moins 2 autres causes essentielles pouvant de surcroît se surajouter.
la volonté politique des États quant à la mise en place des actions susceptibles de favoriser le développement humain pour le plus grand nombre, la redistribution, notamment dans les champs de la santé et d'éducation, en consacrant des budgets conséquents à ces domaines et en développant des structures d'accueil et des capacités d'accès dans les centres de santé et les établissements scolaires ou universitaires, mais aussi celle de favoriser une répartition moins inégalitaire des richesses des revenus, entre riches et pauvres d'un même État. À cet effet, nous avions utilisé le coefficient G de Gini qui pour une population donnée est le plus souvent réparti en 10 déciles, constitue un puissant indicateur quant aux inégalités de répartition des revenus. Il mériterait une utilisation plus fréquente, notamment dans le domaine de la sociologie des inégalités. Or G varie de façon totalement extravagante sur l'ensemble de la planète. De 0,25 en Belgique ou en Suède, où il correspond à des situations très égalitaires, dans lesquelles la population des 10% les plus riches dispose de revenus moyens respectivement 8 à 6 fois supérieurs à ceux des 10% les plus pauvres, à près de 0,71 en Namibie, situation très inégalitaire dans laquelle les 10% les plus pauvres ne disposent que de revenus moyens près de 130 fois inférieurs à ceux des 10% les plus riches. De telles données se passent de commentaires. Mais il en résulte 2 séries de faits majeurs, à propos desquels nous pourrions multiplier les exemples. À revenus égaux ou proches, les États plus égalitaires font plus et mieux en termes de développement humain que les États plus inégalitaires. Par exemple, et de manière assez générale, les anciennes républiques socialistes, mais aussi la Tanzanie, G égale 0,38 par rapport à la République centrafricaine, G égale 0,61, ou le Tadjikistan, G égale 0,33 par rapport au Mali, G égale 0,50. Et d'autres écarts de moindre amplitude sont de même sens. L'Égypte par rapport au Congo, l'Ukraine par rapport au Salvador ou la Finlande par rapport à la France. Un État plus égalitaire quant à la répartition des revenus peut, même avec des revenus plus faibles, espérer rivaliser, quant au développement humain, avec un État aux revenus plus élevés mais répartis de façon plus inégalitaire. Le développement humain des Philippines, 1890 $ G égale 0,46 surpasse celui du Guatemala, 2680 $ G égale 0,60 et la Belgique, 44 570 $ G égale 0,25 rejoint pratiquement la Suisse, 55 510 $ G égale 0,33. Encadré numéro 2. Le coefficient de Gini. Il doit son nom au statisticien, démographe et sociologue italien Corrado Gini, 1884 à 1965, qui en a fait la mise au point définitive. Le principe en est très simple. Il consiste à définir 2 situations extrêmes d'égalité ou d'inégalité parfaite, entre lesquelles on pourra, pour chaque situation intermédiaire, calculer un coefficient mesurant le degré d'inégalité. Prenons un exemple, confère graphique. On dispose d'un ensemble de revenus R, à partager entre 10 déciles d'une population P. L'égalité mathématiquement parfaite supposerait que chaque décile reçoive la même somme. Le premier recevrait R10 0,1, les 2 premiers de R10 0,2, et ainsi de suite. La courbe des fréquences cumulées, RC1, serait représentée par une droite de forme I égale axe. Aucune inégalité, le coefficient de Gini est égal à 0. L'inégalité parfaite serait réalisée si les 9 premiers déciles ne recevaient rien, et si le 10e recevait R, 1 R. L'inégalité est à son maximum, la courbe RC2 ferme un triangle dont l'hypoténuse est la diagonale RC1. L'aire de ce triangle, RA plus RB, représente l'inégalité maximale et est considérée comme étant égale à 1. Représentant cette aire, le coefficient de Gini est donc égal à 1. La troisième, RC3, est un exemple de distribution intermédiaire. Plus faible dans les premiers déciles, la répartition croît de décile en décile. La portion d'air qu'elle détermine avec la diagonale, RA, est comprise entre 0 et 1, ici de l'ordre de 0,3, un coefficient de Gini assez modéré. Une formule mathématique en permet évidemment le calcul. Cette courbe, de forme particulière, est appelée courbe de Lorenz. C'est un très bon indicateur des inégalités de revenus, notamment lorsqu'il est accompagné du rapport de distribution des revenus entre le premier et le 10e décile.
L'intervalle de variation de G se situe en pratique d'un peu plus de 0,2, état très égalitaire, à 0,6 ou 0,7, état très inégalitaire. Les valeurs médianes approchent 0,4. Elles représentent une distribution de revenus qui, selon les déciles, serait la suivante: 1 à 3%, 2 à 4%, 3 à 5%, 4 à 7%, 5 à 8%, 6 à 9%, 7 à 12%, 8 à 15%, 9 à 17%, 10 à 20%. Géométriquement, le coefficient de Gini est donc G égale RA plus RB. Mathématiquement, formule de Brown, si n est le nombre de tranches, sur notre exemple n égale 10, x la part cumulée de population et y la part cumulée de revenus, nous voyons bien le rôle néfaste de ces inégalités, notamment lorsqu'elles atteignent des dimensions totalement démesurées. Pour illustrer, à contrario, l'effet bénéfique de la décroissance des inégalités, citons l'expérience cubaine des dernières décennies. Incontestablement, cet État a mis en place et réussi une étonnante politique de développement humain. Malgré un revenu national brut faible de $970 le classant dans le second décile, il obtenait, en 2008 et dans les deux domaines, des résultats exceptionnels le situant bien au-dessus du niveau de tous les autres États de ce décile. Espérance de vie de 79 ans et indicateurs connexes de même ordre, dont une mortalité infantile de 4,8 pour 1000, approchant celle qui est observée dans les États les plus riches dotés des meilleurs systèmes de santé, développement de l'éducation avec pour aboutissement à la fois l'alphabétisation totale des adultes, hommes et femmes, et une quasi-généralisation, autour de 90%, des enseignements primaires et secondaires, accompagné d'un très large accès de la population aux enseignements supérieurs. Et son indice de développement humain, bien qu'amputé par un revenu très faible, atteignait 0,863, le plaçant au-dessus de la Russie, 0,817, pourtant du 9e décile. Nous sommes là au cœur du problème posé par le développement humain. Le frein majeur, ce sont les inégalités d'ampleur totalement démesurées. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait que soient oubliées les causes plus conjoncturelles, qui frappent notamment les populations les plus pauvres, les famines ou les guerres et bien évidemment les catastrophes dites naturelles. Nous rappelions notamment l'Afghanistan, où le conflit perdure tandis que d'autres conflits de tous ordres sociaux ou armés se sont déclarés, notamment en Afrique, mais aussi le Japon, son séisme et les dégâts de Fukushima, puis le tsunami touchant les populations les plus fragiles, ou encore le Chili, avec un séisme de très forte amplitude et plus de 2 millions d'habitants sinistrés, notamment dans les quartiers aux habitats les plus fragiles. Enfin Haïti, avec un séisme entraînant 2 à 300 000 morts, et toutes les conséquences qui ont suivi, en particulier sanitaires, un État dans lequel les inégalités sont considérables, et pour lequel l'aide internationale est restée bien modérée. La régression des inégalités est une nécessité, dans l'intérêt des humains, et notamment des plus pauvres, mais aussi pour la planète qui continue son autodestruction. L'idée selon laquelle il suffirait de produire plus pour que la richesse, d'elle-même et sans contrainte, se répartisse n'est qu'une idée fausse, totalement contredite par les faits eux-mêmes et la dernière crise mondiale. Elle est néanmoins répétée par les tenants du néolibéralisme mais fermement combattue par de grands économistes de notoriété internationale, qui établissent la nécessité de régulation, en particulier en ce qui concerne la grande finance, la circulation d'argent virtuel et les paradis fiscaux ou les rémunérations obscènes. Cette action indispensable ne peut être que progressive, car elle doit porter à la fois sur les inégalités entre États et les inégalités internes aux États. Un État seul n'a que peu de poids, sauf s'il figure parmi les très grands, car il est soumis à des contraintes internationales fortes, et dans un contexte mondialisé, certes de façon bien imparfaite, un repli sur des frontières nationales et une économie fermée est sans doute un leurre au seul profit des forces les plus rétrogrades. C'est plutôt vers une évolution profonde de la mondialisation qui n'a pas encore loin S'. En faux, produit le village global dont rêvait déjà voilà plus de 5 décennies Marshall McLuhan, cet immense visionnaire qu'il faut se diriger. Au niveau planétaire, de nombreux rapprochements sont observés entre des États souvent géographiquement proches, pour des raisons économiques ou commerciales, mais aussi culturelles, et souvent avec un réel souci du développement humain des populations, et un égal souci de réduction des inégalités face à une économie de marché qui les épargne peu, et encore moins s'ils sont pauvres,
lorsqu'il s'agit d'exploiter leurs propres richesses minières ou d'acquérir leurs propres produits. En Amérique latine, en Asie ou en Afrique par exemple. Mais aussi en Europe et au niveau de l'Union européenne. Pour la plupart, ces regroupements d'États pourraient constituer non seulement des points d'observation des inégalités, mais aussi de lutte contre les plus intolérables, et d'alerte aux abus, relayés au plus haut niveau international. Les laboratoires en quelque sorte. Et un magnifique projet pour l'Union européenne, qui s'accorderait à bien des égards à sa propre histoire, de la Révolution française à la réunification allemande, en passant par les avancées sociales récentes, en particulier celles de l'Europe du Nord, une ambition qui de surcroît la fédérerait et la dynamiserait à la fois. Osons rêver, et même espérer. Introduction générale. Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. Discours de Jean Monnet. Washington, avril 1952. Les inégalités, en particulier lorsqu'elles sont démesurées, constituent sans doute l'un des fléaux majeurs de notre siècle, alors même que toutes les évolutions réalisées en vue du développement humain, tous les progrès technologiques réalisés dans tous les domaines ou tous les moyens de communication entre les habitants de notre planète ne devraient que nous rapprocher. Les États de l'Union européenne, UE, sont tous des États bénéficiant eu égard à la taille de leur population, de moyens économiques plutôt élevés voire très élevés et par exemple, en termes de revenu national brut par habitant, tous très nettement supérieurs à ceux des Chinois. En 2008, les 17 États de l'UE ayant opté pour une même monnaie se partageaient presque également entre le 9e décile, État très riche, et le 10e, État extrêmement riche, tandis que les 10 autres qui avaient conservé leur monnaie nationale, constituaient un groupe à peine plus hétérogène. 3 États du 10e décile, 5 du 9e et 2 du 8e. Certes, les États de l'Union européenne ne sont donc en rien représentatifs de l'ensemble des États de la planète, encore moins des États les plus pauvres et par exemple, de la plupart des États africains ou de certains des États de l'Asie du Sud-Est. En 2008, l'État le plus pauvre, le Burundi, premier décile, comptait 81% de sa population disposant de plus de 1,25 $ par jour, et 8 autres États africains du même décile en comptaient plus de 60%. À la même date, les États les plus riches, et notamment ceux de l'UE, omettaient à quelques exceptions près, de renseigner quant à leur part de population en situation de pauvreté, comme si en leur sein celle-ci avait disparu. Il n'en est malheureusement rien et nous y reviendrons plus loin, car c'est sans doute à la pauvreté, et plus encore à la grande pauvreté, qu'il faut s'attaquer en premier, si l'on vise une réelle réduction des inégalités. Citons néanmoins, immédiatement, 2 éléments susceptibles de sensibiliser nos lecteurs. En France, une enquête de l'INSEE, basée sur un critère très raisonnable, montrait qu'en 2010, 14,1% de la population, 8,6 millions de personnes, parmi lesquelles de nombreuses familles monoparentales et par conséquent un grand nombre d'enfants, devaient vivre avec moins de 60% du niveau de vie médian, soit 964 € mensuels, un seuil permettant difficilement de concilier à la fois des accès au logement et à la nourriture qui soient au moins décents. Et ce même institut, dans une autre enquête concernant davantage la grande pauvreté, estimait, début 2012, le nombre de personnes sans domicile fixe, SDF, à 141 500, dont 2 sur 5 étaient des femmes, un nombre marquant un accroissement de l'ordre de 50% au cours de la dernière décennie. L'idée de communauté européenne est née au début des années 1950, sous l'impulsion des pères de l'Europe, Konrad Adenauer pour l'Allemagne, Jean Monnet pour la France et Alcide de Gasperi pour l'Italie, y voyant un puissant moyen d'éviter tout nouveau recours à des guerres destructrices, comme l'avaient été les 3 dernières 1870, 1914 et 1939, qui en moins Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.